Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce troisième épisode. À la fin, on devrait avoir un manche terminé. Alors les étapes c'est quoi? On va fignoler à la main ce manche, encore un petit peu de rabot et de choses comme ça. On va coller la touche, poser les frettes et s'occuper de la planéité. Pour certains d'entre vous, les plus fidèles, vous avez déjà vu ce processus un certain nombre de fois parce que c'est pour la première guitare électrique. Alors pour que ce ne soit pas trop ennuyeux pour vous, entre les étapes de la finition de ce manche, on fera des petits interludes où je vous montrerai certaines parties du local bois et de l'atelier, puisque les deux sont terminés. C'est à ça que ça sert aussi l'été. Comme ça, ça fera un petit changement. Pour les nouveaux, vous aurez le beurre et l'argent du beurre, comme disait la fermière. Depuis avril, la vigne vierge a commencé à faire disparaître petit à petit le parpaing. Encore 1 ou 2 ans et on verra plus rien. Et depuis avril, ça s'est un petit peu encombré. Les bois exotiques, les bois de tournage, les touches, les tables, les corps, les merdes que je sais pas où ranger, le bois de sculpture, principalement du tilleul, tous les plaquages. Vous savez que j'aime les manches laminées, donc évidemment j'utilise énormément de plaquages. Il y a des petites choses rigolotes ici. Tiens, ça c'est pour ceux d'entre vous qui font des guitares sèches, des guitares acoustiques. Ça se vend en bande de 2 mètres chez Maréchaux. Et c'est plein de petits plaquages très rigolos. Ils ont une collection de motifs absolument hallucinante. Et ça peut être très sympa pour faire un binding d'une guitare classique ou d'une guitare folk. Là, c'est tous les tasseaux qui me servent à faire les manches. Pour finir le bec d'oiseau, il faut raboter la partie du tenon qui dépasse. Et puis on va en profiter pour raboter le logo qui est incrusté. Un petit coup de ponçage léger. Et on est propre. En face des bois, principalement des bois de tournage, des petites réserves de bois sympas, de l'ébène, du buis, des loupes de buis, les loupes, et d'ailleurs d'autres plaquages. Il y a quelques gros morceaux de loupe ici, qui n'attendent que de faire des tables, voire même des corps de guitare.
d'autres morceaux de bois, des bois rares, ivoire rose par exemple, d'autres tables qui viennent d'arriver de chez Kimball, des plateaux de sycomore rondé. Alors on m'a posé la question pourquoi je fais pas en modèle 3D en fait ces courbes de jonction. Bah, il y a 3 raisons. La première raison c'est parce que j'adore sculpter à la main. La deuxième raison c'est que le bec d'oiseau, la fente en V qui maintient, elle doit être ajustée précisément et des fois on dépasse un peu, on est un peu trop court et c'est pas prévisible avec la CNC à l'avance. Et puis la troisième raison, c'est que chaque guitare a comme ça sa jonction tête-corps de manche un peu unique. Voilà pourquoi. Et au milieu, il y a un vieil établi avec la DeWalt. Un de ces 4 matins, il faudra quand même que je la change. Je l'ai depuis 25 ans. Et les roulements commencent à un petit peu fatiguer. Sur une bécane de 25 ans, c'est un petit peu normal. Comme la partie rabotage, c'est ce qui produit le plus de copeaux, j'ai mis un vieux Lurem, un Technirem en fait. Et comme beaucoup de mes machines, en particulier on le verra avec les machines qui produisent de la poussière, tout ce qui est ponçage, il est installé en mode maître-esclave. J'en ai démonté un pour vous montrer. En gros, l'idée c'est que c'est un relais.
Au milieu arrive le courant et il y a une prise pour le maître et une prise pour l'esclave. Ce qui fait que quand je démarre la DeWalt, il démarre automatiquement l'aspiration. Et c'est vraiment pratique parce que ça évite de passer son temps à dire « Ah merde, j'ai oublié de brancher l'aspirateur ». Là, ça se fait tout seul. Avec une fraise de 2 mm, on va percer dans 2 frettes, de chaque côté ici comme ça, 2 trous pour pouvoir positionner des bouts de cure-dent. Et ça nous permettra de bien tout recaler quand on aura collé, quand on aura posé les serre-joints, et on les enlèvera au dernier moment avec un coup de pince. Donc à part quelques bouts de MDF qui servent de martyr, il n'y a plus de bois dans cet atelier. Et franchement, c'est le bonheur. Alors ici, on a les serre-joints. Là, on a la réserve. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que j'ai besoin d'une vis ou d'un boulon d'une certaine longueur, d'un certain diamètre, c'est justement celle que j'ai pas. Donc j'en achète, ils les vendent par 50, j'en utilise 3, je range les autres, et on se retrouve comme ça, tel le dragon de Bilbo le Hobbit, assis au-dessus d'un tas de quincailleries, dont en règle générale on ne se souvient plus de ce qu'on a. À côté, il y a une étagère avec un certain nombre de choses qui servent plus ou moins. La réserve de câbles, les douilles, le truc de ramonage, et ici quelques tiroirs que j'ai pas pu placer ailleurs, on verra. Avec en particulier pour la CNC les collets de tous les diamètres. Les petits bouts de bois pour faire les dots. Vous savez, avec la technique du taille-crayon. Et ma réserve de bois
je dirais, avancé pour tout ce qui va être évidemment les incrustations. Mon attirail sadomasochiste, on appelle ça soudure dans mon cas. Et c'est plutôt du masochisme. Avec le racloir Stumac qui a une courbe et une droite, on va pouvoir comme ça bien enlever toute la colle et préparer pour le ponçage. Ici, sur ce vieil établi de mécanicien, on a l'armoire à colle et à scotch. Et oui, il faut avoir ça. Hein. J'ai aussi les produits pour faire le polish que j'ai rangé ici. Des manches en cours de fabrication. La collection de scies anciennes. Ça, c'est une machine très rigolote. Ça permet en fait de faire des mortaises carrées. Donc ça marche un petit peu comme une perceuse à colonne, sauf que la mèche tourne dans un bédane. Donc en fait, on fait des trous carrés, ça permet de finir une mortaise dont les coins sont déjà carrés en fait. Ici, une réserve avec un certain nombre de petites choses. Là, on va avoir le coin dédié à l'impression 3D avec ma petite imprimante 3D. Et en dessous, un certain nombre d'autres outils qui sont dans des caisses. Il y a le lathe ici, qui permet de faire des assemblages queue à ronde. Je ferai un jour une démonstration. C'est une véritable merveille. On peut passer au ponçage du manche. Alors, comme d'habitude, je vais monter jusqu'au 4000. On peut en débattre pendant des heures, hein. Mais si vous essayez une fois dans votre vie, vous verrez que la qualité de la finition sur du 4000, ça n'a rien à voir avec la qualité de la finition sur du 320 ou du 400. De toute façon, dans une séance de ponçage, il y a facilement 50% du temps qui est passé avec le premier grain. Ici, comme on est déjà propre, on attaquera au 120. Le reste, c'est une ou deux passes. N'oubliez pas qu'une fois le ponçage au 120 effectué, la suite, ça consiste à enlever avec les différents grains les marques des grains précédents. Ça ne consiste pas à tout reponcer complètement. Et donc, les autres grains, en fait, vont prendre à peine la moitié du temps. Ce qui est important, c'est ce premier grain, avoir déjà une belle surface avec ce premier grain. Le reste, c'est je change de grain toutes les 10 secondes, 20 secondes, sans plus. Là, en fait, on se rembourse du temps passé sur la CNC avec la fraise de finition, la fraise hémisphérique de finition. On a passé beaucoup de temps parce qu'on avait vraiment des recouvrements très très fins. Et
ben on se rembourse parce qu'il y a beaucoup moins besoin de poncer. Là, on est déjà quasiment propre. Vous voyez qu'on y passe beaucoup moins de temps. On s'assure juste qu'il y ait moins de rayures. Et on continue comme ça. Et là, avant le dernier grain, on va utiliser, pour tout nettoyer proprement, le chiffon magique, dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Qui ramène encore un petit peu de poussière. Le rangement des barres de ferraille de toutes sortes. Et c'est là aussi que je mets mes grands serre-joints pour les plateaux. L'armoire à peinture. Des bombes de peinture. J'ai fait jouer la garantie. Et ils m'en ont livré une nouvelle chez Bosch, qui reprend la poussière. Il va falloir que je la renettoie à nouveau. Et elle est sur un établi. Et en bas de l'établi, j'ai les tiroirs de gouge. Ça, c'est mes outils de sculpture, et il y en a quelques-uns. Ces serre-joints-là ne servent pas pour des guitares, vous en doutez, mais s'il y a besoin de faire une porte, ça peut être utile. Un petit dispo pour la scie sous table pour faire des angles à 45. Pour préparer les frettes, j'utilise 2 pinces Summit, une pince coupante et une pince spéciale pour enlever une partie de la languette puisque mes frettes sont non traversantes. Et avant la pause, on va bien nettoyer les frettes, slots, pour être sûr qu'il n'y a rien qui gêne dedans. Et vous voyez qu'on récupère de la cochonnerie. Et là, il y avait du bois, et maintenant, j'en ai fait une étagère qui contient des tiroirs et des tiroirs, parce que, à l'usage, on s'aperçoit que le fait de faire des guitares électriques demande un nombre assez considérable de pièces. On a évidemment des humbuckers, des single coils, mais aussi, bien sûr, tout ce qui va être quincaillerie de toutes sortes.
qui fait partie des petites choses qu'il faut avoir en réserve. Et là, quincaillerie, il y en a encore un paquet ici. Les boutons, les straps, les vis de toutes sortes, les chevalets, j'en passe et des meilleurs. La prochaine grande tâche va consister à trier et ranger l'armoire à finition. On fera un spécial teinte. Ça me permettra déjà de ressortir toutes les teintes que j'ai et puis de les tester et peut-être d'en mettre un certain nombre à la poubelle. La suite de l'armoire à finition. On va vérifier que notre manche est droit. Et pour ça, je vais utiliser une DIN 874-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est rectifiée pour avoir une tolérance sur sa longueur qui est de 50 cm de moins de 10 microns. On est nickel. Si vous avez une presse à fret, la mettez pas sur une table, mettez-la sur quelque chose d'un peu plus haut, parce que en fait, ce qu'on a surtout besoin de regarder, c'est ça. Regarder par au-dessus, ça sert pas à grand-chose, et ça pourrit le dos, alors que là, je suis pile poil à la bonne hauteur pour voir ce que je fais. Donc, suivant votre taille, n'hésitez pas à remonter sur un établi ou une table, en rajoutant, comme moi j'ai fait, des bouts de bois, pour avoir quelque chose de bien stable et à la bonne hauteur. Et comme d'habitude, avec un fret rocker, on commence à regarder dès qu'on en a posé 3. S'il y a un petit coup de presse éventuel à redonner à une des frettes. Et on va faire ça maintenant à chaque fois qu'il va y avoir une frette de plus. Le fait d'avoir mis de l'huile avant, c'était pas pour faire la finition, c'était pour faciliter le nettoyage. Comme là, j'allais mettre un peu de colle à bois blanche dans les fret slots. On donne que 2 petits coups de maillet aux 2 bouts. L'objectif. Petite anecdote sur les seringues, chez Amazon, vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 10 seringues par mois, pour des raisons que j'ignore.